Voilà, retour sur ce plateau. Bonjour Marc Goudjanou, bonjour Roland Tonéikès. Bonjour Carole, bonjour Laurent, bonjour à tous nos amis internautes et à tous les téléspectateurs d'Eden TV. C'est un plaisir de vous voir. Marc Goudjanou, bonjour. Bienvenue à Laurent. Bon retour à toi. Marc Goudjanou, bonjour. Carole Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Voilà, nous démarrons par la tournée du chef de l'État, tournée prévue en avril et ce dans les 77 communes du Bénin. Roland Tonéikès, quelle lecture en faites-vous? Alors, le chef de l'État est en train de passer 9 ans à la tête du Bénin et donc il a fait des choses assez importantes qu'il faut quand même rappeler aux populations béninoises, c'est qu'il y a des choses qu'il a réalisées et c'est à son actif. Et donc quand vous faites un tel travail à la tête de votre pays, il est de bon temps que vous allez rencontrer ces populations pour peut-être savoir quelle est leur appréciation par rapport à ce que vous avez réalisé et en même temps les écouter pour voir si éventuellement ces populations ont des doléances, des recommandations à faire pour que peut-être celui qui va vous remplacer puisse avoir les éléments nécessaires qui doivent être le socle de sa gouvernance. Qu'il vous souvienne qu'en 2020, le chef de l'État avait fait le tour du Bénin, et lui qu'on ne voit pas régulièrement dans nos communes, donc il faut l'avouer. À l'opposé de son prédécesseur, Boni Yayi, qui parcourait toutes les communes du Bénin, et qui soit était en hélicoptère ou en véhicule, mais qui connaissait toutes les communes pratiquement du Bénin. Lui, dès son avènement à la magistrature suprême depuis 2016, il n'est pas habitué. Il a souhaité ou préféré être ce fétiche avec lequel les enfants ne doivent pas s'amuser. Donc le fétiche qui vient régulièrement au milieu des enfants devient un jouet pour les enfants. Et donc oui, il a préféré avoir cette dynamique et cette dynamique conduit sa gouvernance. Et donc, de ce point de vue, j'estime véritablement que c'est certainement pour ça que, oui, maintenant, à la fin, il est très important pour lui de descendre sur le terrain pour aller à la rencontre des populations, leur présenter son bilan et certainement passer le message de ce que, oui, bon, il est en train de partir et qu'après lui, il va falloir travailler à maintenir la dynamique de la rupture pour une continuité à la tête du Bénin. Parce que, écoutez, nul ne voudra que son adversaire vienne prendre le pouvoir. Et donc, il est de bon temps. Parce que dans la perspective de 2026, il n'aura certainement plus assez de temps d'aller sur le terrain. D'ailleurs, même ces sorties sur le terrain vont être interprétées autrement. Parce que nous sommes sur un terrain politique et donc, il est en train de partir. Il doit laisser le nouveau candidat certainement davantage aller sur le terrain. Et donc, c'est normal pour lui. Et d'ailleurs, avril, on est à un an pratiquement des élections présidentielles de 2026. Et donc, un an avant, il faut préparer le terrain. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. On attend de voir maintenant quel sera le contenu de cette tournée au plan national. Vous savez, ne soyez pas surpris qu'au cours de cette tournée, que les gens essaient d'exprimer leurs besoins, d'exprimer aussi leurs attentes, essayer de formuler des vœux et peut-être des femmes vont sortir, monter au créneau pour demander au chef de l'État de ne pas partir. Les jeunes viendront également parler, les sages, les chefs quartiers, les maires. Donc, il y aura tout un ensemble d'éléments que nous aurons au cours de cette tournée. Attendons de voir de quoi est-ce que ça retourne. Parce que déjà, dans cette volonté de descendre sur le terrain, le chef de l'État certainement a une vision, a un projet. Maintenant, on attend de voir quelle sera la suite. Justement, vous parliez des doléances que pourraient lui formuler les populations, soit les femmes, soit la jeunesse, ou voilà, les couches les plus défavorisées. Dites-nous, est-ce que, en réalité, à cette période des échéances électorales et étant en fin de mandat, est-ce que vous pensez qu'il pourra vraiment prendre en compte toutes ces doléances? Il pourra prendre en compte ces doléances. D'ailleurs, vous voyez le budget. Et y budget. répondre. Oui, le budget de 2006-2025, il y a plus de 1000 milliards pour le social. Donc, c'est vrai que les secteurs dans lesquels on va investir, ça sont déjà définis. Mais il se peut qu'on peut réorienter un budget quand même. Donc, en écoutant la population, il peut répondre favorablement à certaines doléances. Mais n'oubliez pas que ça va être l'occasion pour certaines personnes de l'appeler à faire un troisième mandat.
ce débat-là va s'inviter dans cette tournée. Et donc, il lui revient de savoir comment s'y prendre. Donc, attendons de voir. Vous savez, il viendra sur le terrain pas pour regarder les beaux yeux des gens, pour dire, mais je suis le président, j'ai fini, je suis entre un parti. Il viendra les écouter et des gens vont lui faire des propositions. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris que demain qu'on dise que c'est les populations qui ont souhaité. D'ailleurs, lui-même a dit clairement qu'il est entre un parti. Donc, dans cette volonté d'aller présenter son bilan, il va falloir écouter davantage. Et les quelques problèmes qui sont, entre les problèmes auxquels sont confrontées les populations, il faut les régler. Il faut les régler avant le parti pour espérer que le dauphin puisse gagner. Justement. Si vous allez dans certaines localités que les gens n'ont pas de voix d'accès, par exemple, et que vous allez dans cette localité, vous réalisez ces voix d'accès, vous avez quand même au moins 2, 3 électeurs de plus que ce que vous avez pour votre fonction politique. Donc, ça va être le moment idéal pour les derniers réglages et espérer que, oui, 2026, le dauphin passera. Justement, la preuve que la mouvance ne dort pas, toujours. Mais écoutez, j'ai toujours dit que la mouvance ne dort pas. Il revient aux opposants de savoir comment faire. C'est à eux de travailler. La mouvance ne dort pas. Patrice Talon ne dort pas. Son équipe ne dort pas. Vous avez vu la rencontre entre Amoussou Bruno et ses figures du parti Union Progressiste du Renouveau. Le discours a été très clair. Donc, si quelqu'un veut gagner les élections en 2026 et reste là à dormir sur ses lauriers, il sera surpris en 2026. Marc Goudiano. Oui, merci beaucoup, Carole. Moi, je vois dans cette tournée du chef de l'État une façon à lui de pouvoir faire un bilan en fin de parcours, parce qu'il faut rappeler qu'en 2011, Patrice Talon s'est livré au même exercice. Quand il finissait son premier quinquennat, il a eu à faire 2021, 2020, voilà. Donc, il a eu à faire les mêmes tours et donc cela dénote également en tout cas, de sa capacité à vouloir une proximité entre la population et lui. Parce que, vous savez, au cours de cette tournée, il ira dans des contrées qu'il n'a pas l'habitude de visiter tout le temps. Il sera en contact d'une certaine classe de la population qu'il n'a pas l'habitude de voir, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir également évaluer quel a été réellement son vrai bilan en termes politiques, en termes social, économiques, en termes de santé. Et donc, ce sera également une façon à lui de s'auto-évaluer pour voir est-ce que les attentes que les populations avaient en moi, en tout cas, est-ce que j'ai pu combler la majeure partie? Parce qu'une chose est sûre, c'est un humain, donc il ne pourra jamais tout faire de façon parfaite. Il y aura forcément, en tout cas, des insuffisances que lui-même aura l'occasion de pouvoir recenser lors de cette tournée. Et donc, mis à part ça, vous savez, dans certaines régions du Bénin, il y a cette crispation, d'accord, de la tension politique. Dans certaines régions également, c'est une occasion également pour lui d'aller peut-être échanger avec certains acteurs, d'accord, discuter avec la population pour pouvoir essayer d'apaiser un peu les uns les autres par rapport à leur frustration. Parce que j'imagine que vous faites une tournée, vous allez dans la zone de naissance du professeur Joël Aïvo, par exemple, et que vous voulez faire un échange avec la population, à moins que la cible soit vraiment orientée, la cible soit bien définie à l'avance. Mais les gens seront tout à fait normaux, un peu fâchés contre vous à un moment donné. Et donc, c'est de la même façon. Donc, ce serait également une occasion de pouvoir quand même chercher l'apaisement, puisqu'il est en fin de mandat. Mais mis à part cela, il y a d'autres aspects que moi je suis en train de voir à travers cette tournée. C'est un soupçon de pré-campagne déguisé, je peux le dire ainsi. Si je le dis ainsi, pourquoi? C'est parce que, vous savez, le chef de l'État, il est dans un mandat finissant. Ça veut dire qu'il ne pourra plus se représenter selon la Constitution. Mais n'empêche, il a des partis qui représentent la majorité présidentielle. Et ces partis doivent forcément présenter un candidat pour les élections prochaines. Et donc, on verra le chef de l'État en tant que président de la République, mais on le verra également en tant que père des partis politiques de la grande mouvance présidentielle. Et donc, pris dans cet état, moi je vois cela également, en tout cas en un jeu de pré-campagne électorale, parce qu'on l'a déjà dit, l'année 2025 est une année charnière pour les élections générales de 2026. Et donc, qu'on le veuille ou non, cette tournée sera perçue par les uns et les autres comme une campagne. C'est une évidence qu'on doit se dire. C'est une manière de baliser le terrain pour... Exactement, pour son dauphin et toute sa classe politique.
Mais mis à part, je vois un autre aspect de la chose. Le coût élevé des tournées présidentielles. Parce qu'il faut remarquer que lorsqu'un chef d'État se déplace, vous voyez, vous imaginez tout le cortège qui se déplace avec lui. Il a les ministres, s'il doit aller dans une région. Mais c'est des missions, c'est des missions, c'est des missions. Oui. Et pour des missions, il faut des moyens. Non, il n'y a pas d'anomalie en cela. Il n'y a pas d'anomalie en cela. Je remarque juste que ce serait quand même une charge lourde aux contribuables béninois. Et donc, il faut également que le chef de l'État, dans cette tournée, essaie de ne pas avoir un discours très rugueux comme il a l'habitude de le faire généralement. Et on l'a vu lors en tout cas, de son adresse sur l'état de la nation. J'estime qu'il étant au contact de la population, j'estime qu'il ne sera pas... On l'espère bien sûr, et c'est à cela que... Non, on l'a vu vers la fin de l'année, il était... Je pense que au fond, sur la question du coût évoquée par Marc, c'est vrai que c'est légitime pour un Béninois qui estime que, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de moyens, mais je pense que pour un chef d'État qui n'a pas l'habitude de sortir, n'en a pas fait une fois en 5 ans, on va peut-être fermer les yeux sur le coup. Bon, la crainte, c'est peut-être que les gens n'appellent pas à un troisième mandat et que ce soit l'argument fondamental qui fasse passer les choses. Non, le président de la République a été tellement clair qu'aujourd'hui, on ne doute plus de son départ, de sa bonne volonté de quitter le pouvoir. Oui, 2020 a été le moment idéal pour annoncer le second mandat. Et c'est partie des populations qu'on a rencontrées sur le terrain. Parce que c'est les populations qui ont souhaité à un moment donné. Donc, en fait, c'est la crainte que certains peuvent avoir pour dire est-ce que cette sortie ne sera pas une sortie pour annoncer un éventuel troisième mandat? Mais le chef l'a dit clairement qu'il ne fera pas un troisième mandat. Et donc, et même hors de nos frontières, il a dit qu'on a fini même avec cette discussion au pays. C'est-à-dire, ça peut être une occasion pour les gens de l'appeler à un troisième mandat. Mais nous rappelons que lui-même a déjà dit publiquement qu'il ne sera pas là pour un troisième mandat. Et c'est pour ça qu'on dit que oui, ça peut être l'occasion maintenant de travailler pour son dauphin. Oui, justement, c'est de bonne guerre. Et tout cela, ça dépendra du discours que le chef de l'État aura lors de cette tournée. Il faut remarquer que lorsque le chef de l'État sortira, il va sûrement discuter, par exemple, par rapport à ses réalisations, à certaines insuffisances que lui-même a pu constater, à quelques, en tout cas, un dysfonctionnement au niveau de chaque secteur stratégique. Mais on aurait souhaité que son discours, par exemple, plus s'appesantit beaucoup plus sur ces aspects-là, qui concernent en réalité ses réalisations, son bilan, que plutôt, à tout bout de champ, lors de ses sorties, d'être dans un discours politique où les gens percevront peut-être que le chef de l'État est en train de faire la campagne, en train de préparer le terrain pour les uns et les autres, ce qui ne devait pas être le cas. Et pourquoi je le dis encore? Puisque le chef de l'État va sortir, d'accord, avec les moyens du contribuable béninois. Et donc, du coup, le travail qu'il doit aller faire ne doit pas être un travail politique. Si c'est un travail politique, ça veut dire qu'il sortira en tant que leader des deux grands ensembles, sans pour autant, d'accord, que cela impacte le budget du contribuable béninois. Et donc, s'il devait faire cette sortie, c'est pourquoi je dis que dans son discours, il faut que ce soit un discours qui soit beaucoup plus basé si c'est pour faire le bilan des actions qu'il a menées. C'est très louable et c'est très responsable de sa part. Le discours au cours de cette tournée du chef de l'État, tous les discours, parce qu'il va en prononcer pratiquement dans toutes les communes quand il sera sur le terrain. Et selon les réalités de chaque région, tout à fait. Je crois qu'au-delà des discours de présentation de bilan, des perspectives et de promesses qui seront faites aux populations, il va falloir aussi faire un discours de paix, d'appel à la paix, d'accalmie, parce que, écoutez, Marc a parlé tout à l'heure de crispation au Bénin aujourd'hui, en tout cas la vie politique, et quand vous voyez la tension politique aujourd'hui, il faut parler de paix, il faut appeler les gens à la paix. D'ailleurs, la cohésion sociale. Il en a parlé, il a planté le décor à Dessa, chez les militaires, donc en appelant à la concorde, donc trêve de chamaillerie politique. Donc là, il va falloir continuer dans cette dynamique. Mais je crois qu'au-delà de cette sortie que le chef d'État doit faire pour calmer la tension, rassurer les uns les autres, il va falloir aussi poser des actes concrets, faire en sorte que ces personnes que d'aucuns appelleraient les prisonniers politiques, du fait des intrigues politiques, que d'autres appelleraient des coupables en griffe terroriste, en prison, il va falloir que le chef travaille aussi à voir la possibilité de sortir ces personnes de prison. Pourquoi? Parce que
il y a déjà dans notre constitution la possibilité d'amnistier ou de gracier les gens. Il ne l'a pas fait. Il y a ces députés, en tout cas par le passé de la 8e législature, qui ont voté une loi qui lui donne la possibilité de quand même sortir ces personnes de prison. Il ne l'a pas appliqué. Et tout le monde appelle à ce qu'il libère ces personnes, il sort ces personnes de prison. Donc, de façon concrète, je crois que dans ce sens, agir, ce serait très bien pour lui, pour la continuité, pour le vivre ensemble des Béninois. Et donc, il va falloir trouver la formule pour sortir ces personnes de prison. Encore qu'aujourd'hui, son ami, son alter ego est en prison, c'est peut-être l'occasion pour lui, à cause de l'ami quand même, de sortir les autres, de sortir l'ami aussi de prison. Il vient juste d'y entrer. Oui, mais il vient. non, on peut sortir, on peut aller en prison à 8h et sortir à 10h. Nous allons poursuivre. Encore que si lui en prison pouvait favoriser les choses, parce qu'au-delà de l'amitié, au-delà de ce qu'il aime son filleul ou son fils aux Adomeki, bon, moi je pense qu'il peut tenir compte de ça maintenant quand même, pour maintenant sortir tout le monde de prison, pour que lui, derrière lui, quand il va finir son mandat, qu'il n'y ait plus encore des gens en prison. Parce que le drame, ce serait de partir, laisser les gens en prison, et que ce soit son successeur qui vienne les libérer. Et ça ne fait pas bien parfois. L'idéal pour moi aurait été pour lui de travailler à sortir ces gens de prison, pour que derrière lui, tous ceux à qui on a reproché peu ou prou des choses, qu'on trouve la formule de les gracier ou de les amnistier, et ça va quand même contribuer à renforcer la paix. Voilà, après Amoussou Bruno, les responsables du parti l'UPR se sont retrouvés également chez Adrien Hongwedi pour le même exercice, la cérémonie de présentation de vœux. Marc Goudalon, j'ai bien envie de vous donner la parole sur cette information. Oui, bon, je dirais que le président Adrien Hongwedi est un acteur politique très influent, en tout cas dans l'espace politique de notre pays. Et plus encore, il fait partie de l'UPR, puisque son parti a pu faire la fusion avec l'UP à un moment donné, et aujourd'hui il fait partie des membres fondateurs de l'UPR. Et donc cette présentation de vœux ne rentre que dans... Le renouveau. Oui, de l'UPR, j'ai dit. Non, enfin, ils aiment qu'on dise le renouveau à cause de la Hongwedi. Il a insisté pour que le renouveau sorte et pour que la cancelière sorte. Bon, ok, si cela peut satisfaire notre cher doyen politique, le président Adrien Hongwedi. Et je pense que ce n'est rien de spécial pour moi qu'on aille présenter les vœux, en tout cas au patriarche Adrien Hongwedi, je pourrais le dire, parce que il incarne bien à part toutes les considérations que les uns et les autres peuvent faire de la personne. Il a eu à faire son parcours politique au pays et on sait de quoi il dénote. Bien évidemment, il a des partisans, il a encore une classe politique qu'il peut mobiliser, il a des acteurs qui comptent sur lui et qui travaillent avec lui. Et donc, en son rôle d'aîné, c'est d'autant normal que l'on puisse se déplacer vers lui pour lui présenter les vœux, parce que 84 ans, c'est pas petit, et Dieu ne donne pas cette grâce à tout le monde. Et s'il y a encore possibilité de pouvoir puiser de ses ressources, de sa sagesse, c'est le moment de le faire, pourquoi pas, parce que vous savez, il n'est jamais trop tard pour apprendre, ou il n'est jamais tard pour pouvoir changer, dit-on, surtout qu'à un moment donné, lorsqu'on voit que la vie nous a déjà presque tout donné, ou même si elle ne nous a pas tout donné et qu'on tend déjà vers le soir de sa vie, il y a certaines considérations qu'on commence à faire, il y a certains regrets qu'on commence pas à avoir en tant que personne d'un certain âge, dotée d'une certaine sagesse. Et donc cela peut s'expliquer. Et donc, moi, de ma position, je peux que lui souhaiter santé, puisque c'est de ça qu'il a besoin. Et mis à part cela, les considérations politiques qu'on a eues récemment par rapport en tout cas à son opinion, à tout ce qu'il a dit, cela n'engage que lui. Et ça engage également le parti, parce qu'il fait toujours partie de l'UP, le renouveau. Et donc, du coup, je pourrais prendre ces propos comme l'un des propos d'un
d'un grand acteur, par exemple du parti l'UP Le Renouveau. Et ce sont des propos qu'il faut prendre en considération parce que j'aurais imaginé que ce serait un simple membre fondateur de l'UP Vous le dites, Le Renouveau non, qui il aurait était pu... avec les anciens membres de son parti. Il n'était pas avec les responsables de l'UPR. Oui, si mais après, les gens de l'UPR sont vous me laissez terminer, Marc. Si c'était que les membres, c'était en face des membres de l'UPR, on pourrait comprendre ce que vous êtes en train de dire. Là, il s'adresse directement à ses collaborateurs ou à ses militants pratiquement, à ses militants. Mais là, c'était des anciens collaborateurs avec qui il a eu à diriger son ancien parti qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Moi, je dis, c'est lui qui le perçoit ainsi. C'est lui qui le perçoit ainsi parce que du moment où son parti n'existe plus juridiquement, le PRD n'existe plus. Oui, on le sait tous. Et donc, tous ceux qu'il considère aujourd'hui peut-être comme ses militants ne sont que des militants de l'UP Le Renouveau, juridiquement parlant. Et donc, si parmi eux, il y a eu des anciens collaborateurs, d'accord, si aujourd'hui, ceux-là sont aujourd'hui, si ceux-là doivent donner leur affirmation ou leur appartenance à un parti politique sur l'échiquier national aujourd'hui, ils diront qu'ils font partie de l'UP Le Renouveau, dont lui-même il fait partie. Donc, je pense que les propos tenus par le président Adrien Ngwedji n'est que une façon de pouvoir dire que, bien sûr, vous faites partie de l'UP Le Renouveau, mais néanmoins, votre ancrage, c'est le PRD. Et donc, tout ce qu'il lui-même il sait, c'est que juridiquement, le PRD n'existe pas et que par la suite, ce serait très improbable que le PRD existe encore parce qu'il serait confronté à des problèmes administratifs, des problèmes judiciaires, d'accord, qu'il faudra corriger parce que déjà, dans la lossature de la création de l'UP Le Renouveau, il y a un certain nombre de choses qui ont disparu déjà et que le législateur ne pourra pas comprendre que le PRD existe. Sinon, pour nous, ou pour la plupart des gens, le PRD n'existe plus. Et donc, tout ce qu'il dit, je pense que ça devait être en réalité un discours à l'interne, d'accord ? Un discours où il échange avec les anciens membres du PRD qui sont aujourd'hui des membres de l'UP Le Renouveau aujourd'hui. Et donc, il se serait perçu comme le fait de leur dire qu'en réalité, n'oubliez pas d'où vous venez. D'accord, n'oubliez pas que je suis toujours votre papa, votre leader, même si vous faites partie de l'UP Le Renouveau. Et une façon à lui de... Moi, je ne trouve pas, par exemple, même lors de ces rencontres, qu'il ait pu dire un certain nombre de choses qui ne vont pas forcément avec les opinions de peut-être la majorité de ceux qui constituent les partis de la grande mouvance présidentielle, mais c'est son opinion. Il est un citoyen libre. Il fait partie de l'UP Le Renouveau, certes. Il fait partie de l'UP Le Renouveau, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir donner des ressentis et de pouvoir même être dans un regret, d'accord, dans un regret. Si tout ce qu'il dit ne rentre pas dans une démarche politique parce qu'il a peut-être en tout cas, des projets, d'accord, liés aux échéances de 2026, puisque personne ne peut le dire encore, puisqu'il n'a pas encore mené d'action sur les terrains ou de façon stratégique, pour que je puisse dire, par exemple, qu'il le dit, par exemple, pour pouvoir quand même mobiliser du monde, pour pouvoir mobiliser des actions par rapport aux échéances de 2026. Donc, aujourd'hui, tout le monde a cette largesse ou cette liberté, et lui aussi, en tant que personne ressource, a cette liberté de dire tout haut tout ce que la plupart des Béninois pensent bas. Même si à un moment donné, on aurait aimé qu'il ait cette position. Pourquoi mettons? Il aurait aimé, c'est ça je dis. C'est pourquoi je dis qu'on aurait aimé qu'il ait cette position un peu plus tôt, parce qu'il faut remarquer que ceux dont il parle et dont il traite de prisonniers politiques, il oublie qu'il y a même un proche à lui, un très proche à lui qui fait partie, je vais parler de Joël Aïva, qui aurait pu même le remplacer en temps si le PRD n'avait pas disparu, qui aurait même pu le remplacer à la tête du parti. Et donc, si depuis tout ce temps, il n'a pas trouvé opportun de le dire, peut-être que c'est maintenant que Dieu lui a donné cette inspiration ou lui a donné cette sagesse de pouvoir quand même se prononcer sur la question. Mais je trouve toujours que ça n'engage que lui.
Roland Tonéikes. Oui, je crois que je dois vous remercier pour avoir choisi de revenir sur ce sujet ce matin parce que hier, je n'avais pas fini de développer mon opinion là-dessus. Je profite pour vous dire. Allez-y, allez-y. Écoutez, Maître Adengbe, d'abord, je remercie quand même les membres du LEP et le Renouveau qui sont allés le voir malgré la déclaration. Justement. C'est une bonne démarche. C'est à saluer. C'est à saluer parce qu'ils auraient pu décider de ne pas aller là-bas. De ne pas, après ces propos. Oui, mais ils sont allés. Déjà, il faut féliciter. Bon, ce sont mes amis de l'UP et le Renouveau. Quand même, particulièrement le maître Djok Benou. Voilà, donc c'est un acte de grandeur, en tout cas, que d'aller le saluer, lui présenter les vœux malgré tout ce qu'il a dit. Alors, quand je quitte ça, je dois pouvoir dire quand même que Maître Adengbe dit, en dehors de ce que j'ai rappelé hier, les lois qui ont été votées sur sa présidence à l'Assemblée nationale, il faut considérer ça comme étant une manière de faire du chantage politique. Après la fusion entre l'UP, le Renouveau l'UP et le PRD, concrètement, combien de cadres de l'UP et du PRD ont été promus? Donc, quand vous voyez, on peut compter au bout des doigts. Et nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Ça peut être une manière pour Maître Adengbe de dire, écoutez, je suis là, et donc si vous ne faites pas les choses autrement, je suis prêt peut-être à encore claquer la porte. Pourquoi? Parce que vous regardez, j'ai rappelé hier, 1995, où tout le monde le voyait, on sait comment il a eu des démêlés avec le général Mathieu Kékou, mais n'a pas hésité à aller vers le général Mathieu Kékou au second tour des élections pour faire tomber Nicéphore Soglo. Je reviens tout près de nous en 2016, opposant à Boni Yayi tout le temps. Mais c'est lui qui est venu soutenir le candidat de Boni Yayi, Lionel Zinsou, qui vous souviennent. Donc, la même dynamique peut être en cours pour dire à Patrice Talon et à ses amis de l'UP, parce que là, en l'état, je parle de l'UP d'abord, je parle du PRD, de dire, écoutez, si vous ne faites pas les choses autrement, encore que, Aaron Verbla a rappelé ce qui s'est passé en 2015. Vous vous rappelez 2015 où Adrien Goudi était face à comment vous appelez, Komi Kouché pour le père choix de l'Assemblée nationale. Alors, on va rappeler que dans cette affaire des élections 2015, qu'il y a eu une transaction financière qui venait de Patrice Talon. Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo est encore là, on peut l'écouter. Et donc, malgré ça, il n'a pas hésité à tourner dos à Patrice Talon en 2016 pour aller supporter Lionel Zinsou. Donc, le même personnage est dans la même dynamique pour dire, écoutez, si vous ne pensez pas à moi, si vous ne faites pas les choses autrement, c'est que je vais encore claquer la porte, je vais aller de l'autre côté. Et donc, il revient à l'UP le Renouveau de voir, parce que dans la perspective de 2026, il y a les élections communales, il y a les élections législatives, il y a l'élection présidentielle. Et quand vous regardez, bon, Marc disait qu'il n'a pas fait de réunion politique, d'activité politique à Porte-Nouveau. Je rappelle qu'en l'état, malheureusement, pour les politiques, c'est que Adrien Goudi n'a pas besoin pour autant de faire d'activité politique à Porte-Nouveau. On a pu voir en 2020, quand on a organisé les élections communales, ils ont raflé pratiquement tout, malheureusement, mais comme il y avait question de pourcentage et autres choses, ça ne leur a pas marché et c'est l'UP qui a pris le pouvoir, quand bien même ils n'ont pas la majorité, ils n'ont pas réussi à avoir la majorité. Donc, dans cette perspective, il sait très bien qu'il a son 5% de Porte-Nouveau là qui veut continuer, en tout cas peu ou prou, il conserve, même si tout se passe, on peut le ramener à 4% ou 3%, mais il y a quand même un pourcentage qu'il peut toujours mettre dans la balance pour se faire du chantage, pour s'imposer, pour dire, vous savez que je pèse quelque part quand même. Donc vous avez tout intérêt à reconsidérer la manière dont vous me traitez. Et moi je le dis, et je dis par exemple, vous voyez, il y a un aspect qui a peut-être échappé aux gens. Tout récemment, on a envoyé les gens au Conseil économique et social. Si Adrien Goudi était envoyé au Conseil économique et social, par exemple, et qu'il était candidat pour être président du Conseil économique et social, ou bien il était proposé, il était en bonne position pour être président du Conseil économique et social, ce n'est pas évident qu'il fasse cette sortie-là. Ça, c'est une supposition. Non, mais écoutez, nous faisons une étude. Voilà. Donc, nous faisons cette étude. C'est pas forcément. Non, écoutez, vous savez très bien que. Même s'il y allait. Mais le problème. Attention, vous savez, les acteurs politiques. On a vu le personnage au Parlement avec avant. La preuve, avant qu'il ne dise cela, combien d'analyses politiques, ou bien par le passé, ont pu avoir cette
cette vision de penser que Mbedji allait parler comme ça? Personne. Moi, je l'ai dit, on fait des analyses sur certains candidats ou sur certains acteurs politiques, mais on n'a jamais dit qu'Mbedji allait tenir de tels propos. Et même de façon assez directe. Marc Goudianou, je vous précise que quand il est allé à l'UP, j'ai dénoncé, j'ai dit sur le plateau que Adam Mbedji, s'il ne fasse pas les choses autrement avec lui, il sera le premier encore reparti de cette mais même si c'était le cas, est-ce que c'était pas légitime? Est-ce que c'est possible selon les tests? Non, mais écoutez, aujourd'hui, non. Se retirer. Mais écoutez, il peut se retirer aujourd'hui. Oui, mais s'il se retire... Et créer à nouveau son parti. Non, créer un nouveau parti. Il ne peut plus créer le PRD exactement. Parce qu'en réalité, il faut le dire, hein, il faut faire comprendre. Il peut créer un autre parti. Il peut créer un autre parti. Laurent, il peut créer un autre parti, mais il ne peut pas créer. Mais peut-être que les dénominations seront autres que parti démocratique. Je vais vous donner un exemple simple terre à terre. Il a créé Parti du Renouveau démocratique. Il peut revenir avec PRD, Parti du Rassemblement démocratique. Oui, mais même dans ce cas-là, il serait contraint, par exemple, à la loi. Parce qu'en réalité, la dénomination de ce parti, même si on oublie que c'est un autre nom, d'accord? Le sigle, ce sera quoi? PRD, qui rejoint également son ancien parti. Qui a fait... Je vous donne un exemple terre à terre. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ça a changé en temps pour devenir l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau. En ce moment... C'était à l'aide de la réforme du système partisan. Oui, mais je dis en réalité, en ce moment-là, vous savez, pour cette question, recréer son parti. Je vous dis, je vous le répète, ce serait difficile. On ne peut jamais affirmer, d'accord, que même si Adrien Mbedji aujourd'hui décide de pouvoir sortir de l'UP Le Renouveau et de pouvoir recréer son parti, le PRD, même s'il changeait la dénomination, en gardant le sigle PRD, il serait confronté à plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes sur différents points. Au niveau administratif, d'accord, il faudra qu'il aille forcément à l'Assemblée générale et qu'il y ait encore, après l'Assemblée générale, il faut qu'il y ait de nouveaux statuts et règlements de ce nouveau parti. Tout ça, c'est possible. Il faut également que la loi, au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on puisse voir effectivement que est-ce que ça ne rentre pas en conflit, d'accord, avec l'ancienne dénomination de son parti PRD qui a été fusionné avec l'UPR. Et dans ce cas de figure, le ministère de l'Intérieur peut refuser, d'accord, peut refuser pour lui dire de changer. Mieux, l'UP Le Renouveau peut rester en justice, d'accord, compte tenu du fait que le parti ait déjà fait appartenance à se fusionnant. Un partenariat, donc le respect. Il sera confronté à tellement de problèmes il sera confronté à tellement de problèmes que ce n'est pas une probabilité. C'est presque impossible. Ce que vous dites, s'il utilise le sigle PRD, avec la définition... Je viens de le dire, avec le parti Renouveau démocratique, la justice et l'UP Le Renouveau, s'il crée un autre parti avec la définition parti du Renouveau démocratique, l'UP peut le poursuivre. D'accord? D'accord? Maintenant, s'il crée PRD, parce que dans ce pays, il a créé PRD. N'oubliez pas qu'Amadou Fassassi a créé PRD de nouvelle génération. N'oubliez pas ça. Donc, il peut créer le PRD et changer la définition. Les mots. On n'est pas dans les mêmes lois aujourd'hui. Non, écoutez, le problème, je vous donne quand même un cas. Ça n'a pas de valeur d'être. Je vous donne quand même un exemple plus récent, avec l'UDBN. Quand on a demandé de faire la réforme chez les partisans, les responsables du parti... l'UDBN s'était fusionné avant. Non, donc ce n'est pas cas de figure. Mais je dis, les gars, ce que nous disons... Prenons l'exemple terre à terre. Le PRD s'est fusionné en temps. Mais il décide de partir. Attendez, le PRD s'est fusionné en temps avec l'UP. D'accord? Ce même PRD veut dire, je veux sortir, je veux créer un parti qui va porter les mêmes dénominations. Je dis, juridiquement et administrativement, il sera confronté à plusieurs problèmes et la probabilité que cela se fasse, c'est non. Les exemples que vous avez donnés, laissez-moi finir, les exemples que vous avez donnés, d'accord, même en évoquant le cas de l'UDBN, d'accord, est-ce qu'en amont, il y a déjà eu une fusion de ce même parti avec un autre? Il n'y a pas eu de fusion. Il n'y a pas eu. Donc, ça ne fait pas d'exemple. Le seul problème que le PRD peut avoir aujourd'hui, c'est que c'est parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui va donner la décision. C'est le seul problème qu'ils peuvent avoir. Et également, parce que les autres peuvent justement, le seul problème, s'ils décident de créer le parti à nouveau
et de changer la définition. Le seul problème qu'ils peuvent avoir, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur qui donne la décision. Et donc, ça, on peut les tenir jusqu'à ce que les élections passent d'abord, avant de leur donner la décision. Sinon que, en réalité, juridiquement... C'est un cas de figure qui ne pourra pas. Donc, sinon que pour moi, je ne vois pas pour le grand problème. Parce qu'en réalité, vous savez, ils savent très bien. Vous savez, écoutez, hein, moi je l'ai dit toujours, quand il y a veille d'élection, les acteurs politiques préfèrent négocier plutôt que de se faire représenter pour aller négocier. Maître Adrien Ngouebedji aurait aimé... Mais est-ce que c'est la bonne manière de vouloir négocier avec Patrice Talon? Est-ce que c'est la belle... Oui, dans cette même supposition. Non, écoutez, peut-être, c'est des hypothèses. On est en train de jeter des idées sur ce plateau. On ne refuse pas, mais dans cette supposition-là, est-ce que c'est la meilleure manière de négocier aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, bon... Adrien Ngouebedji n'est pas un enfant politique. Justement, avoir la notoriété de l'homme, est-ce que c'est la meilleure manière pour lui de le faire? En réalité, c'est un fin stratège. Il a jeté, d'accord, ses propos d'abord. Et il attendra forcément un retour. Il attendra une réaction du chef de l'État ou bien même des militants ou bien des sympathisants de son parti auquel il appartient aujourd'hui. Et ce n'est qu'en retour... quand il va pour se prononcer par rapport à ces retours-là, qu'on pourra comprendre en réalité quel est en réalité le but de sa démarche. Quel est l'objectif visé réellement. Et moi, je me dis, peut-être les jours à venir, on va beaucoup plus voir clair dans sa démarche. S'il est dans la sincérité, d'accord, de vouloir réellement que les exilés reviennent, s'il est dans la sincérité de vouloir que l'on libère ceux qu'il considère comme des prisonniers politiques, on le saura les jours à venir. Lorsqu'il va commencer par avoir quelques opinions encore très contrastes avec des ambitions politiques concernant ces militants qui font partie de l'UP Le Renouveau, ou bien lorsqu'il aura, tel que Laurent l'a dit, quelques nominations peut-être en vue pour remercier certains militants en fin de mandat. Et donc, on va voir s'il va rester constant dans son discours-là, qu'il a eu quand même l'audace ou le courage de le dire. C'est pourquoi je dis très peu, d'accord, et même inexistants sont ces leaders politiques aujourd'hui, d'accord, qui sont avec le chef de l'État, qui peuvent oser dire ce qu'il a dit. Oui, mais moi, ça c'est un fait. Je crois véritablement qu'il ne faut pas banaliser ce qu'il a dit, parce qu'il a rencontré ces militants du parti PRD. Et s'il voulait bien, cette déclaration ne serait pas rendue publique. Donc, si la déclaration a été rendue publique, ça, c'est tellement un but, un objectif à atteindre. Et je crois que l'objectif est atteint, c'est-à-dire susciter... Le tollé que ça a suscité. Et puis, pour amener certainement les gouvernants à revoir. Et je disais tout à l'heure que Maître Adrien Ngouebedji aurait aimé être dans la posture de négocier lui-même. Vous savez, quand vous regardez les différentes élections, c'est lui-même qui négocie avec les partis, ou bien là où il peut soutenir, c'est lui-même qui va négocier. Mais ici, dans le cas d'espèce, il n'est pas président de l'UP Le Renouveau. Le président de l'UP Le Renouveau s'appelle Joseph Diogbenou. Donc c'est Diogbenou qui ira, s'il n'est pas candidat, ira négocier au nom d'Adrien Ngouebedji. Donc rien que cet exemple-là peut l'amener à dire, attention, qu'est-ce qui se passe là? C'est quand même moi qui négocie mes trucs là. Ben écoutez, donc il y a aussi cet aspect qu'il ne faut pas occulter. J'estime véritablement que oui, il est dans sa dynamique, on attend de voir quand même de quoi est-ce que les prochains jours seront faits, de quoi est-ce que ça va retourner, et puis comment est-ce que la mouvance, notamment Patrice Talon et ses comment vous appelez, et ses lieutenants vont réagir face à cette situation. Et vous voyez un peu, hein, il y a toujours eu un problème entre les leaders, Adrien Ngouebedji et Amosou Bruno. Ce n'est pas que c'est des ennemis, mais on constate quand même chaque fois qu'il y a un clivage entre les deux. Vous allez voir que Ngouebedji venait à l'UP, à l'Union progressiste, quand Amosou n'était plus là. C'est au moment où Amosou partait que le PRD est arrivé. Est rentré. Donc, il y a déjà un problème là à pouvoir. Est-ce que le même problème de leadership ne se pose pas et que le monsieur ne voit pas, et que d'ailleurs, les gens sont allés voir Adrien Ngouebedji et Amosou Bruno avant Adrien Ngouebedji. On a vu la réaction et c'est dans la même foulée que l'autre aussi a fait sa réunion là-bas, a réagi. Donc, on doit pouvoir faire toutes ces lectures-là pour dire, est-ce que Adrien Ngouebedji n'est pas dans la dynamique de dire, ah, attention, donc en réalité, il considère encore ce monsieur comme leur leader
Et moi qui suis venu avec mon parti là, je suis quoi alors? Et pourquoi c'est là-bas ils sont... Donc il y a beaucoup de lectures qu'on peut faire autour de cette affaire. Attendons les prochains jours pour voir. Mais il y a Info Matin qui titre propos sur la situation des exilés et prisonniers politiques. Adrien Roumbédi veut s'attirer la foudre de Patrice Talon. Et sincèrement, je me demande comment le président Patrice Talon accueille ces propos de maître Adrien Roumbédi. Le chef de l'État est un habitué de cette affaire politique, de cette situation politique où les gens... Et c'est des sujets sur lesquels il se prononce rarement. Oui, vous savez, le chef de l'État est un habitué de ces réactions politiques, de ces coups politiques. C'est un fin connaisseur des acteurs politiques. Ce n'est pas pour rien qu'il a réussi à les mettre... Il attend toujours au bon moment pour pouvoir... Bon, de toute façon, même si Adrien Roumbédi réagit aujourd'hui, il faut quand même avouer que Patrice Talon a réussi à le mettre en respect pendant des années. Et c'est déjà quand même à saluer pour l'homme politique qu'il est. Et donc, dans la suite, j'attends de voir. Et il peut répondre positivement comme négativement. On ne sait pas d'avance ce qu'il prévoit. Donc, il peut surprendre. Attendons de voir quand même, comme je l'ai dit, les prochains jours, nous édifierons davantage. Et voilà, il y a les réseaux qui écopent de 4,8 milliards de francs CFA. Il s'agit particulièrement de MTN et de Move. C'est une information relayée par le quotidien Décryptage Info. Oui, je pense que ce non-respect des obligations de couverture pour la 3G et la 4G concerne MTN et Move parce que vous savez, dans les accords ou dans les obligations, dans les contrats que vous faites, lorsque vous dites que vous devez couvrir telle zone et telle zone de 3G et de 4G et que finalement vous n'arrivez pas à le faire, cela ne respecte pas en réalité les exigences, les clauses que vous avez eu à faire avec la CEP. Et c'est cela qui leur vaut cette amende. Et mis à part l'amende, je pense qu'il faut forcément aller au-delà parce que 4 milliards, c'est rien pour ces réseaux. Honnêtement, disons-le, c'est des réseaux qui font des chiffres d'affaires au-delà des milliards par jour. Donc, dire 4 milliards pour eux, je pense que, est-ce que ça va réellement changer la donne en ce qui concerne la couverture sur le plan national au niveau des 3G. Donc, si et justement, est-ce qu'il y a une régularité dans la vérification? Oui, vous savez, c'est d'autant plus un peu complexe. Si la SERP l'a fait, c'est parce qu'ils ont eu un temps pour pouvoir quand même faire le contrôle, parce que les zones dont on parle, c'est pas peu, c'est plusieurs villes qui ont été inspectées. Et donc, c'est un travail qui a été fait en amont d'abord, et ça ne concerne même pas normalement cette année-ci ou ni 2024, si je ne me trompe. Et donc, c'est après ce constat, ce travail de longue haleine qui a été fait, qui a permis quand même de pouvoir constater que la couverture qu'ils avaient dit qu'ils allaient pouvoir faire, vous imaginez, déjà 3G et 4G, et ces réseaux n'arrivent pas à satisfaire. Et vous les voyez faire des pubs pour 5G. C'est quand même paradoxal. Ou le minimum de couverture qu'ils doivent assurer dans certaines zones, par exemple, et pour lesquelles ils ont signé, ils n'arrivent pas à respecter cela. Et je pense que la CEP doit aller au-delà des sanctions de 4 milliards et autres, parce que 4 milliards, je l'ai dit, hein, c'est rien pour ces réseaux. Ça ne constitue même pas le chiffre d'affaires d'une demi-journée. Et donc, ils vont le payer et continuer. Oui, sérieux, sérieux. Vous savez, vous êtes leur comptable. Non, je ne suis pas leur comptable, mais... Non, je ne suis pas leur comptable, mais Carole, dites-vous, vous savez que... Je donne un exemple. MTN est une grande firme sud-africaine, d'accord? Et le chiffre d'affaires que MTN fait, je ne vais pas parler seulement du cas du Bénin. Okay. Il y a des données qui sont publiées et qui existent. Des gens qui font des chiffres d'affaires pharaoniques à raison de près de 39 milliards à la journée, vous imaginez? Donc, ce n'est pas de petites entreprises. Donc, c'est pas MTN qui est sanctionné. C'est MTN du Bénin qui est sanctionné. Donc, regardez, c'est MTN Bénin qui doit payer. Vous oubliez que, quand même, entre nous, quand on dit MTN du Bénin, là, vous savez que MTN du Bénin sera dissocié de la direction internationale de MTN. Oui. C'est pas évident. C'est pas du tout évident.
c'est pas évident puisque c'est la même structure qui fonctionne. Et donc, je pense que moi, mon opinion sur ce sujet, c'est que l'ARCEP aille au-delà, trouve des mesures, d'accord, qui puissent les contraindre, qui puissent les obliger à respecter leur cahier de charge en ce qui concerne cette couverture. Parce que ça serait facile pour eux, je le dis, parce que ce serait facile pour eux de payer ces 4 milliards-là. Et c'est une manière de gruger la population. Voilà, et de continuer sans pour autant respecter les cahiers de charge. Alors, quelle est la juste mesure qu'il faut trouver pour pouvoir limiter ces dégâts? Aujourd'hui, Dieu merci qu'on a un réseau qui fait partie du patrimoine ça aussi a conseillé à bugger. Du Bénin. Et donc, s'il faut... Ça aussi, ça a conseillé à bugger. Oui, s'il faut investir, d'accord, dans ce réseau-là, d'accord, pour pouvoir donner même des sanctions pour suspendre, d'accord, ces réseaux MTN et Move, là, les suspendre dans des zones données parce qu'ils n'arrivent pas du tout à faire la couverture qu'ils ont mis dans leur cahier de charge. L'autre aussi ne couvre pas toutes les régions. Et donc, non, ça dépend du cahier de charge. Si dans leur cahier de charge, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas couvrir telle région et qu'ils respectent les régions qu'ils doivent couvrir, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous dites que vous devez couvrir telle région et que dans le cahier de charge, vous dites que vous allez le faire et que vous ne le faites pas, c'est très grave. Parce qu'en réalité, ce sont les abonnés qui en souffrent en général. Et ce qui est grave dedans, c'est qu'au niveau du 3G même, les gens, ils n'arrivent pas à couvrir. Ça veut dire que ces zones-là sont déjà sont toujours dans le 2G. Moi, je crois que véritablement... Pour finir. Donc ça veut dire qu'entre la communication... Carole, entre la communication que les réseaux, entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils nous affichent comme publicité et la réalité, c'est totalement différent. Quel moyen avons-nous? L'ARCEP est là. Je crois que l'ARCEP sanctionne ces réseaux, mais je crois que l'ARCEP doit aller au-delà. Il ne sert à rien de laisser les populations souffrir et aller dire qu'ils vont payer 4 milliards. Les 4 milliards ne vont pas dans la poche des Béninois. Ça va dans la caisse de l'État. Et dans la caisse de l'État, nous, on ne sait pas trop comment ça se gère. Parfois, c'est sous là après. Moi, ce que je pense, c'est que l'ARCEP doit prendre ses responsabilités et au jour le jour, défendre les consommateurs. Voilà. Il ne sert à rien de laisser les consommateurs souffrir. De manière régulière. On veut nous laisser souffrir. Il y a des communes dans lesquelles j'ai été tout récemment. Je ne peux pas recevoir appel avec mon MTN. Quand même, je ne peux pas. Et parfois, je ne peux même pas naviguer. Je suis obligé de balancer sur Move peut-être. Vous êtes dans des localités très proches de Cotonou et Calavi. Vous vous retrouvez en bas, vous n'avez pas un réseau alors que vous... Autrefois, on montait sur les arbres. Mais je ne sais pas comment ça on peut faire maintenant parce qu'il n'y a plus d'arbres dans nos localités. Je vous cite les villes, par exemple. Ça va vous étonner lorsque je vous cite les villes qui sont concernées. On dit, l'ARCEP informe qu'aucun des 10 principaux axes routiers contrôlés, Cotonou, Boïkon, Dassa, Parakou, Malanville, Savalou, Djougou, Natitengu, Cotonou même. Il a conduit Cotonou, Kome, Lokosa, Boïkon, Porte-Novo, Sakete, Pobek et tout. Vous imaginez, Porte-Novo, je l'ai déjà dit, vous imaginez les zones qui sont même normalement, qui devaient être même complètement couvertes par la 3G ou 4G, couvertes par la 4G ou 3G, ne le sont même pas du tout. Alors que ce qu'on nous vend, par la publicité, c'est autre chose. C'est ce que vous dit Marc Goudianou. Je pense qu'en réalité, d'ailleurs même en termes de coûts de consommation, tels que nos crédits, la Civapor, ça disparaît. Maintenant, l'ARCEP ne réagit pas que c'est après on dit qu'ils sont sanctionnés, ils doivent payer 4 milliards. Alors que nous, on a déjà subi. Et c'est nous qui avons subi. C'est nous, consommateurs, qui subissons. Mais après, on dit qu'ils sont sanctionnés. Quand ça rentre dans les caisses de l'État, c'est que ça rentre. On dit par exemple que pour toute la ville de Porte-Novo, c'est seulement le 5e arrondissement qui est couvert par la 3G. Pour tous les arrondissements de Porte-Novo, seulement la 5e. Je crois que... En tout cas, c'est une manière de nous gruger tout simplement et j'espère que l'ARCEP fera mieux pour faire valoir nos droits et faire respecter. Que l'ARCEP fasse les contrôles chaque jour en termes de consommation de crédit, en termes de consommation de data, connexion Internet. Et d'ailleurs, on parle de l'ARCEP, on parle de Move Bénin, parlons de Celtis aussi, parce qu'aujourd'hui, la connexion de Celtis bug. C'est la connexion qu'on utilise le plus. Depuis plus de même avec 6 mois, les pockets, là, il arrive des moments où on perd carrément. Ce n'est que Celtis que j'utilise. Mais ces 3 derniers mois, ça bug sérieusement. Donc, si vous voulez... Oui, moi-même, je l'utilise. Moi, je ne l'ai pas constaté, mais l'autre chose aussi est d'avoir également de bons portables. Non, et de bons portables aussi, c'est important. Vous blaguez. Parce que, non, c'est vrai. Vous blaguez. Parce qu'il y a la qualité de votre... Vous blaguez, oui. C'est aussi ça, ma quête. Non, ça dépend. Ça dépend du milieu. Si vous êtes dans une chambre où la toiture n'est pas dallée,
Et vous, je sais que là, vous êtes là, vous ne savez pas d'aller. Moi, je n'ai pas de soucis. Bon, moi, là, je suis, c'est d'aller. J'ai un portable de qualité, au fait. Je vous non, c'est les réseaux. Je vous interdis d'appeler la marque des portables parce que nous n'allons pas faire des publicités gratuites sur ce plateau.